Madame, Monsieur, bonjour. La société a pendant longtemps relégué la femme au second rang après l'homme. Mais aujourd'hui, avec sa bonne volonté, la femme se ferait un chemin et se positionne à une place honorable. La jeune fille n'est pas loin de cet élan, bien qu'étant sur les bancs pour ses études. Mais il est important de relever que beaucoup de goulots d'étranglement l'empêchent, tout comme la femme adulte, de développer son potentiel. Des goulots d'étranglement qui prennent essentiellement la forme de menaces. Des menaces qui limitent son progrès dans ses études, lui font perdre sa dignité et parfois même le goût de la vie. Justement, quelles sont ces menaces qui planent sur la jeune fille dans son milieu d'apprentissage? Nous nous sommes rapprochés d'un universitaire qui connaît bien le sujet. Je suis enseignant, hein, et j'ai une expérience de 2 ans à l'enseignement secondaire et près de 38 ans à l'enseignement supérieur, donc je connais. C'est une réalité, ça. Il y a des choses extrêmement graves, plus graves même que les gens ne le pensent. Tout simplement parce qu'il y en a des victimes qui souffrent, mais en silence. Donc je dis c'est une réalité. Ça là je le dis. Quand on parle de harcèlement, ici dire aussi qu'il y a des filles qui harcèlent aussi. Il y a des femmes aussi qui harcèlent, il faut le dire. Le harcèlement c'est les deux côtés, il faut être honnête. Et si des règles des professeurs, des enseignants peuvent vous parler, si un débat ouvert peut vous parler, alors vous allez entendre des choses. C'est une réalité à laquelle il faut faire face. Et la première manière, c'est d'avoir des textes en bonne et due forme, mais encore faudrait-il que le gouvernement prenne des dispositions pour que ces textes soient vulgarisés. De quels outils disposent les parents, les écoles, les structures étatiques pour mieux prévenir ces attaques? Nous en parlons aujourd'hui dans votre magazine à nouveau. Bonjour. Pour mener les échanges, nous avons fait venir pour vous deux invités. La première, il s'agit de Laure Adorelandé. Elle est journaliste réalisatrice aujourd'hui à la retraite. Mais ici aujourd'hui, nous la recevons en tant que mère de famille. En face d'elle, Casimir Djidago, lui, il est enseignant, professeur de langue française. L'homme multiplie ses apparitions sur les chaînes de radio et de télévision de la place au sujet de harcèlement de la fille. Pour ce professeur de langue, face à ce phénomène qui gangrène aujourd'hui nos sociétés, les professeurs ne sont guère le problème, ils sont plutôt la solution, martèle-t-il. Justement, comment le sont-ils vraiment? C'est ce que nous allons essayer de découvrir tout au long de ces échanges. Alors, tout de suite, ma question, la première, se tourne vers vous, Monsieur Djidago. Et c'est justement pour savoir un peu, aujourd'hui, vous le constatez, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec nous, que les filles dans les centres d'apprentissage, dans les établissements scolaires, ne sont pas en sécurité. Comment est-ce que vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez expliquer ce phénomène? Je pense que c'est un peu trop dit. Dire que les filles ne sont pas en sécurité, cela suppose que tout le corps professoral, le corps administratif a démissionné en ce qui concerne son rôle de protection des enfants. Non, je pense que non, les enfants sont bel et bien en sécurité dans nos établissements, aussi bien dans nos établissements scolaires que dans nos établissements de formation technique et professionnelle. Évidemment, le phénomène du harcèlement sexuel en milieu scolaire est un phénomène regrettable, c'est un drame inimaginable, inacceptable d'ailleurs, qu'on ne devrait pas tolérer dans nos établissements. Comment est-ce que facilement un enseignant peut-il se laisser aller comme ça et entretenir, avoir des relations intimes avec son apprenant? Vous savez, dans tout système, il y a toujours des gens qui devraient être recadrés, suivis, formés. Et donc ce sont ces personnes qui n'ont pas eu cette chance-là de suivre des formations, de connaître par exemple l'évolution du corps d'un enfant qui s'émeuve par exemple quand il rencontre une fille qui a une poitrine remarquable, qui a des fesses, qui a un corps attirant.
Vous savez, lorsque vous avez été formé sur les évolutions donc de l'enfant, vous savez que cet enfant traverse une période donnée de sa vie, la puberté. Et donc, forcément, ces choses vont sortir. Est-ce que vous n'êtes pas un peu révolté par ces propos du doyen Léon Biobigou? Le doyen Bigou est pratiquement de ma génération. Mais lui, il est dans l'enseignement aujourd'hui. Il vit les réalités d'aujourd'hui. Et je crois que c'est ça. Il est un peu choqué par ce qui se passe. Il est dépassé, on peut dire. Et c'est pour ça qu'il a des mots aussi forts pour décrire la situation. Parce que je suis sûre, nous sommes de la même génération. Il n'a pas connu ça, lui. Il n'a pas connu. Tout ce que je suis en train d'entendre en ce moment, c'est des choses que je trouve ça terrible. Parce que je peux même dire que même les enfants que j'ai eu à éduquer n'étaient pas comme ça. Aujourd'hui, on est en train de stigmatiser les enseignants. Non, je pense que c'est un problème beaucoup plus profond. Les enseignants de notre temps étaient formés pour le métier. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, si les choses se font aujourd'hui. Parce que vous ne pouvez pas aller travailler dans un métier si vous n'avez pas une certaine formation. Surtout une formation pour diriger des hommes, pour l'éducation. L'éducation veut dire l'éducation. Il y a une formation. J'ai l'impression que tout a été lâché et que c'est ce que nous subissons aujourd'hui. C'est ce que tout le monde subit aujourd'hui. Est-ce que dans ces conditions, vous sentez la jeune fille pouvoir donner le meilleur d'elle-même? Lorsqu'on apprend que l'enseignant qui devrait guider, qui devrait coacher l'enfant, devient l'un des acteurs de ce phénomène, cela impacte forcément sur les résultats scolaires des apprenants qui découvrent pratiquement leur première sexualité de la pire des manières. Mais je voudrais dire une chose, les enfants ne sont pas seulement exposés aux enseignants, il y a les artisans. Quand vous voyez les dernières statistiques des cas de grossesse en milieu scolaire, les artisans arrivent en première position. Ce sont des comportements sexuels irresponsables qu'ils apprennent déjà à la télévision et dans la rue. Et donc, les enfants-là ont tendance à exécuter ces comportements-là en classe. Du coup, les enseignants sont tout de suite intéressés lorsqu'ils remarquent qu'une fille, par exemple, commence par tenir un certain nombre de propos. Moi, je vous raconte, j'étais au début de mon entrée dans le métier d'enseignant. Au CEG Cocotomé, dans une classe de troisième, des filles qui me disent que, voilà, monsieur, vous me plaisez, je voudrais que vous sortiez avec moi. Des élèves qui vous draguent directement, qui vous font la cour, surtout lorsque vous êtes jeune. Comment vous avez été quand vous étiez très jeune, dans la fleur de l'âge? Nous avons toujours eu peur de nos maîtres, de nos maîtresses. Nous avons tellement peur de nos maîtresses. Et même quand vous quittez l'école, et que vous voyez vos professeurs de lycée, vous avez encore ce sentiment de peur, de respect, de grand respect, que vous ne pouvez même pas vous adresser à lui alors que vous êtes déjà marié, vous avez déjà des enfants, mais c'est avec respect que vous vous adressez à lui. Il y avait une peur. Et ça, c'est des choses aujourd'hui, quand j'entends que les filles vont jusqu'à demander, comme il a dit l'enseignant, et les enfants qui vont jusqu'à demander à leur enseignant, j'ai envie de sortir avec toi, j'ai envie de coucher avec toi. Franchement, ça, c'est des choses qui me dépassent. Je ne comprends pas. C'est de leur temps, certainement, mais je trouve que ça a pris quand même... Est-ce que ça se passe un peu partout ou bien c'est chez nous seulement que ça se passe? Je ne comprends pas. Il faut le reconnaître, les enfants d'aujourd'hui sont très difficiles à gérer. Très, très difficiles à gérer. Ils ne sont pas comme les enfants d'hier qui avaient une bonne éducation, qui n'avaient pas la télévision, qui ne consommaient pas les mêmes produits OGM que nous consommons aujourd'hui. Ce sont des enfants qui se développent très rapidement. Ce n'est pas le cas. Par exemple, moi j'avais déjà près de 10 ans avant de commencer le CI. Mais on ne me remarquait pratiquement pas, j'étais tout petit. Donc, c'est dire que le phénomène se produit selon les réalités du moment.
effectivement tel que décrit par le professeur et tel que ça se vit par les parents, par les populations, les personnes sages, les personnes avisées, il y a de quoi vraiment s'inquiéter par rapport à ce phénomène qui malheureusement grandit tout doucement dans l'ombre et qui cause suffisamment de dégâts dans les établissements. Quelles sont les dispositions qui sont prises dans le vôtre, par exemple, par rapport à ce phénomène? Madame, je voudrais vous remercier pour cette question parce que c'est l'occasion pour moi de remercier vraiment tous les surveillants généraux de nos établissements, tous les enseignantes conscientes de nos écoles primaires, par exemple, qui sont des sentinelles de ces enfants dans nos établissements. Quand vous allez, par exemple, vous allez au CEG, Weiro, tout près ici, vous allez voir Madame Adjovi, qui est la maman de toutes les filles de l'établissement. Mais moi-même, j'ai été témoin une fois dans une classe de 3e où il y avait une fille enceinte, où la fille me dit, je lui ai demandé qui est en train de la suivre, elle me dit, c'est la surveillante générale. Je suis allé dans le bureau de la surveillante générale, j'ai vu que la dame, elle écoute toutes les filles qui viennent la voir. Elle est carrément à l'écoute de tout le monde. Chez moi, au lycée, mon surveillant me disait la dernière fois que tous les vendredis, il doit faire le point de toutes les filles absentes, de toutes les filles harcelées, de toutes les filles qui ont des situations suspectes. Le travail se fait et se fait très bien par les surveillants généraux dans nos établissements. Je voudrais avoir un peu votre avis sur ce qu'a dit le professeur, ses moyens, tout ce que les écoles mettent en place aujourd'hui pour protéger la jeune fille, où il y a des surveillants généraux, des femmes, des hommes qui sont là comme des gendarmes pour veiller sur elle. Comment est-ce que vous appréciez cela? C'est une très très bonne chose. C'est une très très bonne chose. Encore que la fille qui arrive à l'école, elle a déjà reçu, c'est-à-dire que les parents l'ont déjà pris un peu en compte, qu'elle n'est pas laissée à elle-même. Parce que la fille qui n'a pas été du tout éduquée à la maison, qui arrive à l'école, vous croyez que malgré les choses qu'ils ont mis en place, vous croyez qu'elle ira là-bas? Elle n'ira pas. Parce qu'elle est bien contente, la pagaille qu'il y a, elle ne sait pas ce que c'est. Elle, c'est son... les petits plaisirs de la vie qu'elle est en train de découvrir. Et puis, bon, c'est quoi cette histoire d'aller interpeller la surveillante, d'aller interpeller le commissariat, on dit qu'on l'a harcelé. L'enfant ne pourra pas faire ça parce que tout simplement, elle trouve que c'est franchement, on est en train de la bloquer. Parce qu'elle a envie de prendre son pied, quoi, comme... elle est en train de voir, mais c'est quoi? Je suis déjà au lycée, qu'est-ce qu'on me dit et tout. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Il faut que les parents fassent l'effort et savoir aussi ce qu'ils lisent, de ne pas laisser traîner ce qu'ils lisent, de ne pas laisser traîner leur portable, ne pas laisser traîner des choses où des enfants vont découvrir derrière eux. Et tout ça, c'est d'abord la maison. Et quand vous arrivez à juguler, le reste, l'éducateur va prendre et va faire le reste. Vous avez parlé de tout ce que vous avez mis sur place pour que les enfants puissent parler, aller téléphoner. Est-ce qu'à l'intérieur du pays, est-ce que ça se passe de la même façon? Nous sommes sur une chaîne nationale. Est-ce que ça se passe de la même façon? Non, je ne crois pas. Les enfants sont laissés à eux-mêmes. Les enfants sont laissés à eux-mêmes. C'est un problème de fond. C'est un problème de fond. Ce n'est pas des lois. Les lois, on prend les lois. Et puis après. En tout cas, moi, ce que je propose, c'est une grande réforme de l'éducation nationale. Et dans l'éducation nationale, il y a les parents. Parce que quand je vous parlais de cette émission, l'école des parents qu'on faisait, c'était l'INFRE. C'était une institution qui s'occupait de... Voilà. C'était l'INFRE qui le faisait. Et tout ça, c'est... Tout est comment je peux dire? Tout est lié. Tout est lié. Les parents, les élèves, les enseignants. La formation que l'on donne à l'enseignant aujourd'hui, ce n'était pas la formation que l'on donnait à l'enseignant d'hier. On ne les forme pas assez. Ah oui, il y a un relâchement. Ce n'est pas du tout la même chose.
Le regard que l'enseignant d'hier a sur les enfants, ce n'est pas ce regard que l'enseignant d'aujourd'hui a sur les enfants. Non. Il y a une grande réforme à faire. Et vous avez suivi l'actualité, elle est là, le gouvernement béninois qui a introduit au Parlement un avant-projet de loi contre les violences basées sur le genre. Cette loi rend désormais impossible les relations entre enseignants et élèves. Tout ceci est passible de sanctions et c'est justement là où vous n'êtes pas d'accord, vous trouvez qu'il ne faut pas jeter trop la pierre aux enseignants, que ces enseignants pourraient apporter vraiment quelque chose de grand de leur connaissance, de leur expérience dans ce combat. Vous savez, madame, moi j'étais tranquillement chez moi en train de préparer mes fiches quand des collègues ont commencé par réagir sur les différentes plateformes, les réseaux sociaux, pour nous rapporter les interventions selon lesquelles le président de la République aurait tenu des propos selon lesquels les enseignants qui auront des relations sexuelles avec leurs élèves seront désormais traduits devant la justice. Vous savez, moi je vais vous dire la vérité, j'ai été très gêné en écoutant ces genres de propos qui sont malheureusement relayés sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a tendance à jeter la pierre complètement à l'enseignant. On a tendance à mettre l'enseignant au centre même du phénomène. On a tendance à voir l'enseignant comme le seul responsable du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Malheureusement, il y a des enseignants, mais ils ne sont pas les seuls. Donc, oui, c'est une bonne initiative, mais la manière, l'allure que prend cette loi est en train de constituer un obstacle, est en train de créer une sorte de barrière, barrière entre les autorités étatiques et le monde scolaire. Il n'y a pas de guerre possible à lancer à l'enseignant. L'enseignant est un collaborateur dans cette lutte contre le harcèlement sexuel et grossesse sexuelle en milieu scolaire. L'enseignant est un accompagnateur des apprenants. L'enseignant est le premier coach direct des apprenants. Et lorsque vous vilipendez sur les réseaux sociaux, sur les médias, les enseignants, vous les présentez sous un visage vulnérable à l'État et vous les offrez en holocauste aux enfants qui aujourd'hui ont une éducation que nous regrettons. Les enfants d'aujourd'hui ont de la facilité à manquer de respect aujourd'hui à leurs enseignants. C'est pourquoi moi j'aurais préféré que l'État reste dans une posture diplomatique. Nous devons travailler pour que le phénomène n'arrive pas à ce niveau-là où on sera obligé de sanctionner. Il faut qu'on soit en mesure de prévenir le phénomène. Déjà, comment est-ce que vous, avec le recul, vous appréciez cette idée du gouvernement? Certainement que ça va apporter quelque chose parce que c'est une crise et on essaie de trouver une solution à cette crise. Bon, ça va apporter quelque chose, mais est-ce que ce serait pérenne? Est-ce que ce serait des décisions ou des... Non, il faudrait revoir. Ça dit que on prend les décisions maintenant, mais en même temps, il faut revoir l'éducation. Il y a quelque chose. Les choses ont changé. La vie a changé. Les choses sont en train de changer à une vitesse, mais il faut se réadapter. Il faut que l'État, nos gouvernants se réadaptent aussi en se disant l'école que eux, ils ont connue, ce n'est pas l'école d'aujourd'hui. Il faut faire quelque chose. La loi, c'est bon, mais encore qu'il y a plusieurs lois qui existent déjà, qui répriment le harcèlement sexuel. Il y a la loi de 2006, la loi 2006-19, je crois, du 17 juillet 2006, qui réprime toute forme de harcèlement sexuel. Et donc, je pense qu'il y a déjà des textes de loi qui existent. L'urgent n'est pas de voter des lois. L'urgent est de mettre les enseignants au centre même de la lutte. Mettre les enseignants au cœur de la lutte pour qu'ils soient les acteurs principaux de lutte contre le harcèlement sexuel et autres violences basées sur le genre en milieu scolaire. Et si on responsabilisait les enseignants, je vous jure qu'ils feront un travail formidable. L'urgence aujourd'hui, ce n'est pas quand on va voter de loi. On aura beau voter des lois, que le phénomène va s'accentuer et les gens vont croiser les bras.
le phénomène va même s'aggraver. Et c'est plus tard qu'on va voir que les lois que nous avons votées là, ça ne tient pas. Vous proposez quoi en lieu et place des lois? Donner les moyens, par exemple, aux structures qui luttent contre ces genres de violences sexuelles en milieu scolaire. Il y a des structures, moi je ne veux pas citer de nom, je ne veux pas faire de publicité. Il y a des structures qui font de très bon travail. J'accompagne par exemple une structure où nous allons dans les villages, où nous parlons avec les filles du fonctionnement de leur corps. Et on parle du fonctionnement de son corps. On parle à une fille du fonctionnement de son corps et elle est étonnée. Elle ne sait pas que c'est comme ça que ça marche. Et dans ce combat, je crois que les parents ne doivent pas démissionner. Ils doivent reprendre leur bâton de pèlerin et ensemble, nous allons travailler main dans la main. Exactement. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons dans nos écoles des parents démissionnaires, des parents irresponsables. Les parents jeunes que nous avons actuellement nous fabriquent des enfants dangereux. Parce qu'eux-mêmes, les parents eux-mêmes n'ont pas une bonne éducation. Ils envoient des enfants qui reflètent exactement l'éducation qu'eux-mêmes ils ont dans nos classes. Vous avez des filles de très bas âge qui ont des comportements et quand tu cherches, tu te retrouves que en fait, c'est peut-être la maman qui fait ce genre de choses. C'est la maman qui regarde Novelas TV. C'est la maman qui a un certain nombre de comportements devant l'enfant. Et l'enfant a tendance à imiter ces comportements-là à l'école. Donc, il faut qu'on crée une école des parents. Je ne sais pas si c'est possible. On peut créer une école des parents où l'association des parents d'élèves, ça va être un volet que l'association des parents d'élèves va gérer. L'association des parents d'élèves sera responsabilisée en ce qui concerne l'éducation des enfants à la maison. Monsieur Casimir Diedago, merci beaucoup pour vos points de vue, vos différents points de vue. On va se dire à très bientôt. On se reverra certainement parce que vous êtes un habitué des chaînes de radio et de télévision, toujours dans les échanges avec les plus jeunes pour que cela aille de mieux en mieux. Cause du harcèlement, la jeune fille subit des traumatismes qui ralentissent et bloquent parfois son évolution dans son cursus. Elle a donc besoin d'évoluer dans un environnement sain et sécurisé pour son épanouissement. Suivez ici les explications de Madame Aplogan, elle est psychologue. Aujourd'hui, en République du Bénin, il y a plusieurs lois, plusieurs instruments juridiques qui parlent de la protection des droits de l'homme en général, mais des droits de la femme, la protection de la fille et de la femme. Lorsque dans une famille, la mère de la famille n'est pas équilibrée, lorsqu'elle n'est pas entretenue, lorsque c'est une mère toujours battue par son époux ou maltraitée par sa belle famille, cette mère est pleureuse. Elle est irritée, elle vocifère, elle bat, elle crie et bat aussi ses enfants. Du coup, l'équilibre psychique et mental de l'enfant-fille s'en ressent. Et parvenue à maturité, qu'elle veuille ou non, elle va répliquer ce comportement vécu, ce qu'elle a vécu, ses souffrances psychiques, elle va répercuter ça sur la nation. Il en est de même pour le père. Lorsque le père est un père régent, toujours a dit non, pas du tout affectueux, il crée chez l'enfant en général et chez la fille ce qu'on appelle une carence affective. Et lorsque une fille souffre d'une carence affective auprès du père, imaginez-vous, elle va la rechercher, elle va chercher à combler sa carence auprès de ces substituts parentaux que constitue l'enseignant. Fut-il du primaire, du collège, du secondaire ou du supérieur, devient alors l'autre parent de l'enfant, fille en milieu d'apprentissage. Cette image aussi doit être une image de référence. Ça doit être une image de « fais ce que je fais ». Fais ce que je fais. Ce n'est pas le « fais ce que je dis », parce que la meilleure façon de dire, c'est de faire. Et l'enfant étant encore malléable, en construction, c'est du comportement, de l'attitude, des propos, des agissements du professeur qu'émanent du moins les attitudes, comportements, réflexions et tout de l'apprenant. Lorsque l'image de l'adulte qui a
la charge d'accompagner l'enfant, fut-il garçon ou fille. Ici, nous sommes dans le contexte des filles. Lorsque la fille a constamment peur, d'abord, elle perd la confiance en soi. Elle perd l'estime de soi. Donc, au plan psychique, il y a une dévalorisation de soi. Elle n'a plus confiance en elle-même. Elle a peur d'aborder des sujets, des questions auxquelles elle pouvait quand même très bien répondre, auxquelles elle a des atouts pour répondre. Mais dans son émotion, dans sa peur, elle perd la confiance et elle échoue. Cela contribue d'abord à des retards scolaires, c'est-à-dire retard pour se rendre au milieu d'apprentissage. Il y aura aussi des absences, l'irrégularité dans la fréquentation scolaire et donc les notes qui vont commencer à chuter, ces performances vont se réduire. Il y aura l'échec, d'abord l'abandon et puis l'échec total. Le monde est de plus en plus enclin à de violences de toutes formes et surtout des abus sur la gente féminine. Nos pays, malheureusement, ne sont pas à l'abri de ces menaces. Dans ce contexte aussi périlleux, il est important de protéger la jeune fille et ainsi lui assurer un avenir radieux. Merci beaucoup de votre aimable attention et à la prochaine.